On pourrait avoir des détails dont on se fout totalement, s'il vous plaît. Retour ensuite à Paris où il a déjeuné chinois, nous a-t-on dit. Ah, information confirmée par France 2. Puis il a déjeuné chinois avec quelques-uns de ses proches. Sur François Hollande, une info dont on se fout. Le menu, je vous le fais par le détail, asperges au foie gras, pommes rissolées, côte de veau, gâteau au chocolat et à l'apéritif un petit peu de pommes rolls. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e numéro des infos dont on parle peu. En ce mois de mai 2012, nous avons un nouveau président, François Hollande. Génial! On a gagné. Et ouais, on a gagné. Mais on a gagné quoi au juste? Un président membre des Young American Leaders, ce groupe de travail subventionné par la Banque Lazare et qui travaille avec le think tank French American Foundation. On a gagné un président qui a dénoncé le système bancaire d'un côté et est ensuite allé à Londres pour rassurer la City en déclarant, je cite, « La gauche a été au pouvoir pendant 15 ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie, ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a rien à craindre. » On a gagné un président qui est un Européen convaincu et qui va nous emmener vers une Europe fédérale, comme le réclame son ami Jacques Attali. Bref, les crétins qui sont allés faire la fête après l'élection d'Hollande vont vite déchanter. Voilà pour ma petite intro, mais passons rapidement à la suite parce que ce mois-ci, il n'y a eu qu'à se baisser pour récolter un nombre incroyable d'infos. Alors au sommaire, ce mois-ci, nous allons parler des informations internationales, nous allons parler de la France, de l'économie et d'autres infos en vrac. Alors attachez vos ceintures et allons-y. On commence avec les informations internationales et la tension qui monte entre l'Espagne et l'Argentine après l'annonce de l'expropriation partielle d'YPF. C'est une filiale du groupe pétrolier espagnol Repsol. Cette annonce a provoqué la colère du gouvernement espagnol. L'Argentine, elle, procède depuis la fin de leur crise en 2001-2002 à la renationalisation de tous les domaines vitaux du pays. La poste, l'eau, les retraites, les compagnies aériennes, etc. Je vous conseille vivement de lire l'article d'Émeric Choprade sur la sortie de la mondialisation en prenant comme exemple l'Argentine. Splendide démonstration. Dans le même ordre d'idée, la Bolivie, toujours en Amérique du Sud, qui a nationalisé sa production électrique. Alors c'est Morales, le président bolivien, qui est dans la même lignée que Hugo Chavez, et qui a ordonné à l'armée d'intervenir pour reprendre possession de Transportadora de Electricidad. Donc c'est une entreprise qui avait été privatisée en 2007 sous le gouvernement ultralibéral de Gonzalo Sánchez de Lozada. Et donc toute l'Amérique du Sud qui a subi ce que l'Europe subit actuellement, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, s'est radicalisé. Et ce qui se passe là-bas se produira forcément dans un futur proche en Europe. Les autorités russes ont fait part le 23 avril dernier d'une fuite de pétrole de 8000 m² dans l'Arctique, après que des ouvriers aient tenté d'ouvrir un vieux puits, causant un déversement de pétrole incontrôlable pendant 37 heures. C'est ballot parce que le 19 avril, donc c'était 4 jours avant, une compagnie d'assurance anglaise, la Lloyd, mettait en garde dans un rapport sur l'exploitation du pétrole et du gaz dans l'Arctique, justement. Et selon l'assureur, les connaissances sur la biodégradabilité et sur la dispersion des éventuelles nappes sont insuffisantes. Nettoyer une marée noire constituerait dans ces conditions de multiples obstacles qui, combinés, constituent un risque unique et difficile à gérer. C'est ballot que les Russes n'aient pas eu le rapport avant l'accident. On parle un peu du Moyen-Orient, puisque cela continue de bouger dans cette partie du monde. Donc la classe politique libanaise qui craignait que le Liban devienne une plaque tournante du trafic d'armes à destination de la Syrie ont vu leurs craintes avérées puisque le Qatar et l'Arabie Saoudite qui eux réclament d'armer les rebelles ont fait du Liban une plaque tournante du trafic d'armes. Donc vous voyez cet article très intéressant sur geostratégie.com qui nous sort régulièrement d'excellentes informations. Toujours en Syrie, on voit apparaître une photo avec un rebelle syrien qui porte la marque d'Al-Qaïda sur son bras en compagnie d'un observateur de l'ONU. C'est quand même curieux. Quand on dit que les extrémistes sont utilisés pour se battre contre le gouvernement syrien et déstabiliser le pays, on ne doit pas être loin de la vérité. Les États-Unis, eux, continuent de déployer des forces près de l'Iran. On apprend donc que plusieurs jets F-22 ont été envoyés dans les Émirats arabes unis, à moins de 300 km de la frontière de l'Iran. Et après, on viendra dire que c'est l'Iran qui provoque, bien sûr.
Toujours à propos de l'Iran, on peut noter le double jeu de la Turquie, qui d'un côté roule à fond pour l'OTAN, il y a une base US en Turquie, et d'un autre côté roule pour l'Iran, puisqu'elle a déclaré qu'elle allait augmenter l'importation de pétrole, depuis l'Iran donc, et ce malgré les sanctions de l'Union européenne et des pays occidentaux. Un mot sur le Bahreïn aussi, puisque les médias de masse se sont brutalement réveillés avec la répression dans cette monarchie à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 en avril dernier. On a entendu des commentaires presque écœurants des journalistes qui déploraient que la révolte ne bloque le départ de la course. Pendant ce temps-là, les gens continuent de se faire tuer dans la rue, et il semblerait que les grenades utilisées lors de la répression soient made in USA. Je vous laisse voir la photo correspondante. Mais bon, pas d'inquiétude pour les journalistes. Le Grand Prix de la honte a bien eu lieu. Et le lendemain, les médias de masse se sont tus. On n'a plus entendu parler du Bahreïn. De nouveau, le Bahreïn n'existe plus. C'est vraiment à gerber. On parle de l'Irak avec un article assez horrible paru dans le journal anglais The Independent, où on nous décrit les bébés irakiens morts-nés, atrophiés, déformés. On nous décrit une moitié de tête pour l'un, 4 doigts sur la main pour l'autre, un morceau de jambe pour le troisième. Tout ceci grâce à l'intervention des États-Unis qui ont balancé des bombes à l'uranium appauvri. Donc on donne encore un grand merci aux USA pour avoir importé la démocratie en Irak. Je suis absolument sûr que les gens là-bas sont heureux. Un mot sur l'Afrique, un thème que j'ai abordé le mois dernier, mais il y aurait encore beaucoup à dire. J'ai donc un lien vers un article qui montre que les pays occidentaux prennent l'Afrique pour la poubelle du monde. En fait, c'est pas vraiment ça qui se passe. Si on résume ce qu'on fait subir à l'Afrique à l'heure actuelle, on leur vole leurs matières premières, on leur vend nos armes et nos produits high-tech dont ils n'ont pas besoin, on les force à se battre. Une fois que tout est détruit, on fait des prêts énormes, impossibles à rembourser, on envoie nos multinationales pour reconstruire le pays, on exploite les gens, et ensuite, une fois qu'on a pris le contrôle du pays, on leur envoie nos poubelles. Voilà le système. C'est pas chouette ça ? Je vous invite à lire ou relire en urgence le livre de John Perkins, Confession d'un assassin financier, qui décrit parfaitement ces mécanismes. Donc dans l'article en question, il est dit que en fait, l'Afrique générera dans 5 ans plus de déchets électroniques que l'Europe. En cause, l'explosion de la consommation d'ordinateurs et de téléphones portables ou de réfrigérateurs, ainsi que le taux de pénétration des ordinateurs personnels multiplié par 10 ces 10 dernières années. Une situation problématique pour ces pays qui croulent déjà sous le poids des déchets électroniques exportés par l'Europe. On continue avec les États-Unis d'Amérique où la société Monsanto a menacé Sofia Gatica. Cette femme, en fait, vit en Argentine et elle a perdu sa fille suite à une maladie du rein. Après avoir fait une enquête, elle a remarqué que plus d'un tiers des personnes de son entourage étaient touchées par des maladies. Et elle s'est donc rendue compte que les produits utilisés dans les champs étaient toxiques. Ces produits utilisés, dont l'endosulfan, sont interdits dans 80 pays dans le monde, mais pas en Argentine apparemment. Elle a donc monté une organisation anti-Monsanto, mais elle a vite été menacée. En fait, Monsanto a carrément envoyé des gens armés chez elle pour lui faire peur. Donc. Quant à la police, elle ne veut pas révéler le fil de l'enquête qui est, je cite, secret. Dans la série On privatise tout, la société américaine SpaceX va envoyer sa propre navette, la Dragon, dans l'espace avec une fusée Falcon 9 qui elle aussi est privée. Cette navette ira rejoindre la station spatiale ISS. Comme dans pas mal de domaines, comme la police, comme l'armée, etc., c'est quand même préoccupant de voir des entreprises privées prendre possession du domaine public. Un mot également du mouvement Occupy Wall Street, qui n'est pas du tout couvert par nos médias, faut pas rêver. Mais ne croyez pas que ce mouvement s'est essoufflé. Il continue aux États-Unis et ils sont régulièrement victimes de violences policières. Donc je vous conseille de suivre la chaîne YouTube par exemple We Are Change et je vous mets en lien une vidéo vers des violences policières, tout simplement. Parlons un petit peu du Québec maintenant avec les manifestations des étudiants qui ont commencé il y a presque 3 mois maintenant en réaction aux propositions du gouvernement d'augmenter de 75% les frais de scolarité dès la rentrée prochaine. Donc ces manifestations continuent à l'heure actuelle, même si le gouvernement s'est enfin décidé à ouvrir les négociations. Mais je vous demande qui sera le grand gagnant dans cette histoire. Toujours les mêmes, les riches et les banques qui vont prêter l'argent. Au Québec toujours, on parle de fracturation hydraulique maintenant, c'est cette technique utilisée pour exploiter les gaz et huiles de schiste. Cette technique a été interdite pendant au moins 1 an
par le comité d'évaluation environnementale et stratégique. Ceci jusqu'au dépôt définitif de son rapport à l'automne 2013. Tiens, en parlant de fracturation hydraulique, Matt Damon prépare un film qui devrait s'appeler The Promised Land, la terre promise, et qui dénonce cette pratique. En Haïti, nous sommes 2 ans après le tremblement de terre, mais où en sommes-nous? Tout le monde semble avoir oublié Haïti, les médias s'en foutent complètement. Pourtant, rien n'a vraiment avancé là-bas. On nous a demandé de donner de l'argent aux ONG, comme d'habitude, on nous a fait le même cinéma, mais que font l'ONU? Que font les Américains qui se sont précipités le lendemain du tremblement de terre? Donc, selon un rapport de Médecins sans frontières, Haïti va droit à la catastrophe avec une épidémie de choléra qui s'annonce pour 2012. En 2011, il y avait déjà eu une épidémie de choléra, mais rien n'avait été fait sur le plan sanitaire. Les médias n'en parlent pas, donc le problème n'existe pas. C'est tout simplement scandaleux. Passons à l'Europe, et commençons par l'Agence spatiale européenne qui envisage d'envoyer un nouveau satellite dans l'espace. Ce satellite aura la tâche de surveiller l'émission de CO2 des hommes. Il pourrait faire la différence entre le CO2 émis naturellement et celui émis artificiellement par l'homme. Donc le but ultime, c'est de taxer les gens qui émettraient trop de CO2. C'est Big Brother. L'autorité de la concurrence soupçonne une vaste entente dans l'industrie du lait et a ouvert une enquête et mené des perquisitions dans les locaux de 8 grands groupes alimentaires, dont Cénoble, Novandi, Lactalis, 3A, les maîtres laitiers du Cotentin et Alsace Lait. L'enquête porte sur les yaourts et les fromages frais vendus sous marque distributeur. L'Europe encore, avec la fin du régime des retraites publiques. Donc c'est lors d'une consultation sur les enjeux des retraites que les conclusions ont été écrites en toutes lettres noir sur blanc. Lier l'âge de la retraite et l'espérance de vie, diminuer les retraites anticipées et aider le développement des retraites complémentaires privées. Toujours dans l'Union européenne, la carte bancaire unifiée est enterrée. Donc ça, c'est une carte bancaire européenne où il devait y avoir une entente entre les banques et Bruxelles, mais cette entente n'a pas été trouvée et ce projet qui aurait concurrencé Visa et Mastercard a été enterré. Remarque, est-ce que c'est étonnant quand on sait que l'Union européenne est pilotée par les Américains? Non. Bref, les 24 banques issues de 8 pays qui planchaient sur la constitution de cette carte de paiement européenne ont annoncé lundi qu'elles jetaient simplement l'éponge. Un accord entre l'Union européenne, les USA et le Canada concernant les échanges de viande bovine. Donc c'est l'Union européenne qui avait interdit l'importation de viande bovine traitée aux hormones depuis 1988. Mais aujourd'hui, on est parvenu à un accord, c'est-à-dire que les États-Unis et le Canada pourront nous exporter 48 200 tonnes de viande de haute qualité, je cite, de haute qualité. Qu'est-ce que ça veut dire haute qualité? Je ne sais pas. En tout cas, la viande traitée aux hormones est toujours interdite. Mais qui va contrôler la viande qui rentre? Bon. En échange, les États-Unis et le Canada lèvent leur blocus sur les produits tels que le roquefort, les jus de fruits, les confitures et le chocolat. Parlons encore et toujours de Fukushima au Japon car les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Et si on en croit les informations, on va dire, alternatives, comme le site naturalnews.com par exemple, qui annonce qu'au-dessus du réacteur numéro 4 de la centrale se trouve une piscine avec plusieurs tonnes de barres d'uranium radioactives. Et si cette piscine venait à se briser, cela pourrait relâcher 85 fois le césium de la catastrophe de Tchernobyl, soit 137 fois les radiations de Tchernobyl. Et ceci pourrait menacer l'humanité tout entière. Terminons ce tour du monde en parlant de tous ces animaux retrouvés morts côté Pacifique. Au Pérou, où des centaines de dauphins et de pélicans sont morts, 4000 oiseaux morts depuis mars 2012, 2000 oiseaux retrouvés morts sur les plages du Chili. Je crois qu'on a entendu à peu près tout et n'importe quoi sur les causes de cette hécatombe d'animaux. On a entendu que c'était à cause des pétroliers, on a entendu que c'était à cause du réchauffement climatique, etc. Tout sauf Fukushima. Est-ce que ça serait pas simplement les premières victimes de la catastrophe de Fukushima? Personne ne se pose cette question. C'est quand même curieux, non? Passons à la France maintenant, et pour débuter, parlons de Renault, qui est, selon Carlos Ghosn, en mode crise pour 2012. Le premier trimestre 2012 pour Renault, c'est un chiffre d'affaires en baisse de 8,6%. Et on apprend que Renault va aller produire des voitures en Chine. N'oublions pas que l'État français est actionnaire à 15% de cette société. Donc on ne dit pas qu'on va délocaliser, mais on dit qu'on va produire des voitures là-bas. C'est de la novlangue ni plus ni moins.
Restons dans le domaine de l'automobile avec cette invention qui va être en test en 2013 à Belfort. Le projet s'appelle Safe Platoon et il consiste à la mise en circulation de convois de petites voitures guidées par un seul conducteur, voire aucun. Ce projet est financé par l'Agence nationale de la recherche. À suivre donc. Changeons de sujet avec un vaccin contre l'asthme qui est en train d'être mis au point par des chercheurs nantais. Pour le moment, les tests sont effectués sur les souris, mais on envisage de commencer les tests sur l'homme dans 3 ou 4 ans. La question que je me pose moi, c'est de savoir si ces vaccins contiendront eux aussi de l'aluminium, comme la plupart de nos vaccins actuels. Toujours dans le domaine médical, j'ai été stupéfait l'autre jour en regardant le journal télévisé de France 2, ce qui m'arrive très rarement, je vous rassure. Il y a eu un reportage sur un médicament qui s'appelle le Truvada. C'est un médicament qui existe depuis 2006 et qui réduirait de 44% le risque d'infection chez l'homme homosexuel et de 75% chez les couples hétérosexuels dont l'un des partenaires est séropositif, à condition de prendre le médicament chaque jour. Donc un truc qui m'est venu immédiatement à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'ai toujours en tête cette phrase que j'ai entendue et qui disait que les laboratoires cherchaient maintenant à vendre des médicaments aux gens pas malades. Voilà qui est fait. Et le prix du traitement, de 12 000 à 14 000 $ par an. Big Pharma va se faire des burnes en or, c'est moi qui vous le dis. Médical toujours, avec un lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation des pesticides par les agriculteurs, qui est désormais reconnu grâce à un décret qui est rentré en vigueur il y a peu. Ce décret qui a été signé par le ministre de l'Agriculture, ou ex-ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, classe sous certaines conditions cette pathologie neurodégénérative comme maladie professionnelle pour les salariés agricoles et pour les exploitants agricoles. En espérant que ce genre de nouvelles nous éclaire sur les pesticides et les herbicides qui sont certainement la cause de plusieurs de nos maladies actuelles. Parlons un peu du nucléaire en France, même si les problèmes chez nous sont moins importants qu'à Fukushima, Dieu merci. Et parlons un peu de la centrale de Penly en Seine-Maritime qui donnerait des signes de fatigue. Il y a eu 2 départs de feu sur des flaques d'huile au niveau de la pompe primaire. Pompe primaire, ça veut dire à côté du réacteur carrément. Une fuite d'eau radioactive a été détectée dans la foulée après l'arrêt du réacteur en raison d'un joint défectueux sur le système de refroidissement. Donc selon EDF, l'incident a été rapidement contenu et il n'aurait aucun impact sur l'environnement. Mais l'autorité de sûreté nucléaire a quand même lancé une inspection sur le site et a demandé à l'opérateur d'expertiser la pompe mise en cause. Dans la série néocolonialisme français, parlons de Rhodia, cette société qui vient de signer un accord exclusif avec l'allemand Tantalus Rare Earth pour exploiter et utiliser les terres rares d'un gisement de faible profondeur à Madagascar. Donc cet industriel pourrait extraire près de 15 000 tonnes d'argile latéritique par an. L'argile latéritique est notamment utilisée pour réaliser des constructions comme des maisons, etc. Donc selon le groupe allemand, le gisement découvert recèlerait 130 millions de tonnes d'argile latéritique. Est-ce que les populations locales sont satisfaites qu'une multinationale vienne exploiter leurs richesses ? Une info absolument incroyable. Pendant un moment, j'ai cru que c'était un fake, je dois avouer. Mais apparemment, non, c'est pas un fake. Donc en fait, ce sont des femmes françaises qui ont été victimes d'essais médicaux illégaux d'utérus artificiels. Ces femmes ont subi une césarienne abusive sans connaître les risques qu'elles encouraient et leur enfant a été placé dans un utérus artificiel qui permet une gestation donc extracorporelle. C'est complètement horrible. Bon, tous les enfants sont décédés. Cette technique qui n'est pas au point est une technique qui est interdite. Et ces expériences ont eu lieu à Chicago aux USA. C'est tout simplement hallucinant. Dernière info en ce qui concerne la France, et ça va me permettre de faire une transition vers l'économie, puisque 4 sites en France vont accueillir des éoliennes. Donc Saint-Brieuc, qui va produire environ 500 MW d'électricité, Courzeul-sur-Mer, qui va produire 450 MW d'électricité, Fécamp, 498 MW, Saint-Nazaire, 480 MW. Donc cela représente un investissement de 7 milliards d'euros et 10 000 emplois à la clé selon le ministre de l'Industrie. On attaque la rubrique économie avec Technicolor Angers,
qui va fermer si aucun repreneur ne se présente. Donc c'est 350 salariés qui vont être licenciés de cette entreprise, entre autres parce que Orange a arrêté la production de ses décodeurs en France. Tout est désormais fabriqué en Asie. On continue avec les fermetures de sites, avec le groupe anglo-australien Rio Tinto qui menace de fermer l'usine d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne. Eux disent que l'usine n'est pas rentable à cause d'une augmentation de tarifs d'électricité. Bref, si cette usine ferme, c'est presque toute la production d'aluminium en France qui va s'arrêter. Ce serait une véritable catastrophe pour l'économie locale et française. Parlons des faillites des entreprises françaises. Donc pour le mois de février 2012, il y a eu moins de faillites, moins 3%. Mais il y a eu quand même 11 008 cas en 12 mois. Par contre, le coût des faillites est plus élevé, plus 18%, 1,6 milliard d'euros, car ce sont maintenant des entreprises plus importantes qui font faillite, comme Surcouf, Lojabi, Petroplus. La production industrielle, elle, est tombée de 0,5% au premier trimestre 2012 en France. Le nombre de dossiers de surendettement déposés en France au cours des 12 derniers mois, de mars 2011 à février 2012, continue d'augmenter, plus 2,6% par rapport aux dépôts enregistrés lors des 12 mois précédents, ce qui montre que tout va parfaitement bien dans l'économie, bien sûr. On a appris le 11 mai dernier que la JP Morgan avait perdu 2 milliards de dollars sur les produits dérivés. Bon, il n'y a pas à se faire trop de soucis pour cette banque, hein. Mais par contre, quand les dominos des CDS vont commencer à tomber, il faudra s'attendre au pire. N'oublions pas ce qu'a déclaré Mireille Zaki dans la dernière vidéo. Il reste encore, pour elle, 8 000 milliards de dollars d'actifs pourris dans le système. Plus que toute l'économie mondiale. Attention, ça va faire mal quand ça va tomber. Une autre info qui est passée inaperçue mais qui m'a fait bondir, c'est l'État français qui est sommé de rembourser 4 milliards d'euros à des fonds étrangers. Il va être content, le père Hollande, d'hériter de ce cadeau empoisonné. Donc, c'est la Cour de justice européenne qui contraint l'État français à rembourser de manière rétroactive plus de 4 milliards d'euros aux fonds de placement étrangers ayant acquitté un impôt sur les dividendes. La raison, c'est que les dividendes qui leur sont versés sont taxés à 30%, alors que ceux perçus par les fonds français sont exonérés. Donc cette différence constitue une entrave à la libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne, a estimé la Cour. Quand on dit que c'est rétroactif, c'est parce que l'affaire, elle date de 2004. Et si à cette époque, on n'avait pas taxé ces fameux dividendes, on n'aurait pas cette somme faramineuse à rembourser aujourd'hui. Bande d'imbéciles de politique. Et maintenant, c'est le contribuable français qui va encore payer ses erreurs. Bande d'incapables. En Espagne, où la situation semble aller de pire en pire, mais où le gouvernement souhaite continuer dans la politique d'austérité, on a annoncé la nationalisation de la 4e banque d'Espagne qui s'appelle Bankia. Outre le fait que la nationalisation, si elle est acceptée, va coûter cher aux contribuables espagnols, il faudra également assurer les 30 milliards de créances pourries que possède cette banque. Bonne chance les gars. L'agence de notation Moody's continue de dégrader les notes des banques européennes. Ça l'amuse. Elle a abaissé la note de 26 banques italiennes le 14 mai. Elle s'apprête à abaisser la note de 21 banques espagnoles le 16 mai. Donc la guerre économique entre les USA et les Européens, comme le décrivait Mitterrand à l'époque, est en train de tourner au jeu de massacre. Une fois n'est pas coutume, 20 minutes nous a sorti un bon article à propos des anciens chefs d'État et de leurs occupations actuelles après la politique. Donc cet article parle de Bush, de Clinton, d'Aznar, de Blair, de Schroeder, etc. Je vous laisse voir ce qu'ils font désormais de leur temps. Mais la plupart, pour ne pas dire tous, travaillent pour des multinationales, pour des lobbies ou pour des banques. Aucune surprise. Quand on dit que le monde de la politique est pourri par toutes ces instances privées, on en a la démonstration. À moins que tout ceci ne soit que pure coïncidence. Un chiffre rigolo, pour vous faire voir que les États-Unis sont en crise aussi, c'est que la prévision de la consommation annuelle de viande est de 75,5 kg par personne en 2012, soit une baisse de 10%. Dernière information en ce qui concerne l'économie, c'est l'augmentation du prix de l'œuf, plus 230% entre décembre 2011 et mars 2012. Et le pic est attendu pour juin prochain. Cette hausse est due à une directive européenne qui impose d'augmenter la taille des cages de poules. Est-ce que les commissaires européens n'ont que ça à faire? C'est quand même incroyable.
pour nous, le problème, on ne le sent pas parce que un œuf, c'est quelques centimes. Mais par contre, les conséquences pour les industriels qui travaillent avec ce produit pourraient être catastrophiques. On termine cette longue vidéo avec quelques informations en vrac, en commençant par la caméra qui voit dans les coins. C'est juste incroyable, c'est Big Brother. Le système est inventé par le MIT et il permet de voir ce qu'il y a derrière un mur ou dans le coin d'une rue. Donc le principe, en fait, il reprend le principe du périscope, mais sans avoir besoin de miroir et au moyen d'instruments plus sophistiqués. Donc c'est un laser femtoseconde qui envoie des flashs ultra courts de lumière, par exemple sur un mur opposé à la porte d'une pièce que l'on va inspecter. La lumière se reflète sur le mur, puis sur les objets contenus dans la pièce avant d'être captés par les détecteurs qui font des mesures toutes les quelques picosecondes. Donc, le système mesure le temps de parcours de la lumière, l'opération est répétée dans différentes directions et des algorithmes mathématiques reconstituent la géométrie des objets rencontrés par les photons. Wow, le principe est compliqué, mais en tout cas, on a tous saisi à quoi ça va servir. Autre info, c'est un champignon qui a été découvert par une équipe de l'université américaine de Yale dans le Connecticut. Un champignon qui est dans la forêt amazonienne. Et la caractéristique de ce champignon, c'est qu'il est dévoreur de plastique. Son nom, c'est le Pestalothiopsis microspora. Ah, j'adore les noms qu'on donne aux champignons. Bon, en tout cas, espérons que cette découverte permette de dépolluer notre terre. Une invention maintenant aux États-Unis, c'est la voiture volante qui s'appelle Transition. Cette voiture volante, elle existe déjà. Elle a été présentée à New York. Son coût, c'est 269 000 €. Le vol d'essai a été réussi le 23 mars dernier. On peut voler jusqu'à 185 km/h et elle fait 105 km/h sur route en tout cas. La production en série pourrait démarrer en fin d'année. Perso, j'attends avec impatience la DeLorean volante. Bon, on me demande souvent de terminer ma rubrique avec des infos insolites. Alors pour terminer, je vous laisse regarder cette vidéo avec ce dégénéré qui s'implante 4 aimants dans son bras pour y installer l'Idermal. C'est une espèce de montre iPod d'Apple. Regardez dans quel état de dégénérescence humaine se trouve ce mec. Quel imbécile. Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci d'avoir été attentif pendant cette très longue vidéo. Restez informés et rendez-vous le mois prochain. À bientôt.